Ok, c'est parti. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast numéro 1 de l'après-match tennis ATP WTA, le podcast vidéo consacré entièrement à l'analyse des matchs des grandes finales ATP WTA. Alors aujourd'hui, pour m'aider dans cette tâche difficile, j'ai deux coachs professionnels de renommée. J'ai nommé Benoît Fouché. Bonsoir Benoît. Benoît est Salut à bien là. tous. Et Jacques Hervé. Salut Jacques. Bonjour, bonsoir à Bon, tous. super, content de vous retrouver. Donc, c'est parti, c'est la première. Donc, à nos auditeurs, toutes nos excuses, nos plates excuses, s'il y a des piratés, c'est la première. Soyez indulgents, mais en tout cas, c'est parti. Donc, on va analyser en détail la finale de l'ATP 1000 de Paris-Bercy qui a eu lieu dimanche dernier, et il y a 2 jours, et qui a vu la victoire de Djokovic. Belle revanche sur l'US Open, pardon, sur le score de 4-6, 6-3, 6-3 face à Daniil Medvedev. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, on décrypte, on analyse et on commente. C'est parti, jingle. Allez, on démarre dans le vif du sujet. On va commencer par Jacques aujourd'hui. Jacques, débrief technique de cette finale, les points forts du gagnant et en opposition, qu'est-ce que Medvedev n'a pas réussi à faire, par exemple, pour déjouer la stratégie de Djokovic? On t'écoute. D'accord. Pour moi, la construction du vainqueur s'est faite grâce à un changement dans son jeu. C'est vraiment le facteur à retenir. Pour moi, la situation, c'est que Djokovic est contré par Medvedev au fond du court. Vraiment, on assiste à ce match. Moi, ça me rappelle la phrase de Jan Tiriac qui disait que l'évolution du tennis allait vers du ping-pong, des échanges rapides avec beaucoup plus de vitesse. Là, on y était à Bercy avec les 2 premiers mondiaux. C'était exceptionnel ce bras de fer du fond de court. Alors d'habitude, Djokovic, lui, il use ses adversaires par un jeu à pourcentage, des balles bien placées, une variété de coups, un jeu de défense et une neutralisation qui sont exceptionnels. Mais il construit généralement son point sur des coups bien distillés en construction et souvent l'adversaire fait la faute. Mais là, il est face à un joueur qui compte parfaitement. Il a une mobilité exceptionnelle, Medvedev, une allonge, une technique assez particulière, mais bien maîtrisée. Et Djokovic, lui, il a ce clone en face de lui. Il est un petit peu coincé, les mêmes caractéristiques, ce jeu de défense, du toucher, bonnes accélérations quand il faut. Il monte de temps en temps, il sert plutôt bien. Voilà, du fond de course, c'est un 50-50. Et là, on est dans du world class tennis. Pour moi, numéro 1 et 2 ATP, mais qui joue un jeu, c'est du 50-50. Et là, Djokovic est coincé au fond du court. Il perd le premier set. Et là, il faut qu'il force sa nature. Il faut qu'il prenne plus de risques. Il faut qu'il aille plus vers le filet. Et ça, ce n'est pas son truc. Alors, il sait que Djokovic est aussi fort que lui sur ce plan-là. Alors, à l'US Open, on en a parlé, là, le numéro 1, il n'avait pas pu s'en sortir, parce que quand Medvedev est bien dans sa tête, dans ses intentions, il rate jamais. D'ailleurs, en demi-finale sur Zverev, il avait écœuré Zverev, qui pourtant, moi, je trouve, jouait très bien. Donc, on a ce bras de fer exceptionnel, plus de 10 frappes par joueur sur des échanges, etc. Donc, changement de jeu pour Djokovic, qui a essayé déjà le slice, mais rien n'y fait. Ça use le russe, mais ça ne fait pas la différence. Voilà, pas de faute, il est solide. Et donc, il prend plus de risques en coup droit, des balles appuyées, plus près des lignes. Il frappe plus fort avec des angles plus prononcés. Plus de points gagnants, plus de fautes aussi. Et surtout, il va commencer à suivre ses balles à la volée beaucoup plus. Même si Medvedev l'a assez bien contré, là, il commence à vraiment prendre plus de risques, surtout par des services volés qui vont être efficaces, parce qu'il va être beaucoup moins vulnérable sur son service. Alors, le service volé, il le fait sur le coup droit, côté égalité, donc le service qui sort. Medvedev, lui, il est un peu reculé, il a une position assez reculée, et finalement, il retourne assez au milieu. Il a sa zone préférentielle. Et ça laisse à Djoko la volée courte côté opposé. Donc, il y a pas mal de points gagnés par Djoko par le service volé. Mais ce n'est pas que la volée, la phase volée qui a bénéficié, c'est aussi son service. Parce que le service volé
a fait qu'il servait mieux, il s'est mieux engagé dans son geste. Et là, ça sera intéressant après pour les amateurs aussi de signaler ce point technique. Mais il faut se souvenir, hein, quand il a quelques balles de break contre lui à la fin du troisième, ben, il s'en sort aussi en étant assez agressif. Donc, en résumé, Djokovic n'y arrivait pas. Il a dû utiliser son coup droit en arme offensive, plus monter à la volée, utiliser son service. Voilà. Et je pense que c'est une évolution que Djokovic devrait avoir pour rester compétitif, parce qu'il va trouver en face de plus en plus sur sa route des joueurs qui montent en niveau, qui sont aussi solides que lui en fond du court. Et il faudra qu'il ait des coups d'attaque. Voilà. Comme l'a fait Federer et Nadal, qui ont déjà entamé ces changements depuis plusieurs années. Voilà. La deuxième chose que je voudrais noter, et pour finir, c'est Djokovic a su aussi utiliser le coup de mou de son adversaire. Parce qu'il faut se souvenir, à 2-2, troisième set, 40-15, service Medvedev. Et là, il force son jeu. Il perd 4 points de suite. Service blanc de Djoko, 4 points de suite encore perdus. Il est 0-30. Mais il perd son service. Donc, il est mené 5-2. C'est vraiment un trou sur 12 points. Il en perd 10. Alors, c'est sûrement physique. Le physique a flanché. Donc, je pense que ça, c'est important. Hein. Mais c'est sûr que ça entraîne par contagion un manque de contrôle technique, d'erreurs tactiques et de comportement mental et émotionnel. Plus démonstratif, on l'a vu, et négatif chez le Russe, on l'a vu. Hein. Mais donc, il a tenté plus vite, il a perdu sa coordination. Mais ce n'était pas très long, hein, finalement. 2-3 jeux, ce n'est pas énorme. Et bien là, à ce niveau-là, on s'aperçoit que c'est terrible parce que l'autre joueur sait en profiter un maximum. Il sait surfer sur cette vague de points gagnants. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose, et on va peut-être en reparler, mais c'est l'aspect important que j'appelle surfer sur son avantage, garder le momentum. Et donc là, Djokovic a cette tendance à ne pas accepter de rater facilement, surtout quand il mène. Il est vraiment maître dans l'art du momentum. Ok, oui, effectivement intéressant. On a vu au troisième set un Medvedev un peu décomposé sur le coup, qui du coup d'un jeu sur l'autre n'arrivait pas à trouver les solutions, contrairement à ce qu'il avait montré à l'US Open. Mais justement, Benoît, qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, de ce débrief technique? Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci? Ok. Alors, j'ai des idées similaires, des idées différentes, ce qui fait, on l'a dit précédemment, l'avantage de ce genre d'échange qu'on a. Et donc, la personne qui regarde en tirera les conséquences qu'elle veut pour elle-même. Moi, je vais partir déjà d'une citation de Jean-René Lisnard qui a coaché aussi Medvedev et qui dit Daniil, c'est comme Gilles Simon et c'est le même mec en plus fort. La grande qualité de Gilles et de Daniil, c'est qu'ils vont te proposer une balle. Bah, tu ne sais pas trop quoi faire dessus. Tu ne sais pas trop si tu peux l'attaquer, pas l'attaquer. Et puis, quelle que soit la position du cours, il va te remettre une balle. Bah, j'y vais pas. J'y vais pas. Voilà. Donc, ils adorent ça. Ils adorent la remettre et faire déjouer. Donc, là, ce que j'aimerais bien, c'est à la place de l'auditeur, la personne, c'est de se mettre dans la place de Novak Djokovic. Il vient de jouer Daniil à la finale de l'US Open, il a perdu. Là, il le rejoue cette fois-ci en salle. Et il sait qu'il a ce type d'adversaire en face de lui. Lui, il sait que, bon, Djokovic, il est aussi très fort en qualité d'échange, de tenir longtemps. C'est comme ça qu'il bat souvent Federer. Mais là, il joue un mec qui peut-être est un petit peu moins fort, mais vraisemblablement au moins aussi fort à ce type de jeu. Donc, la question, c'est est-ce que j'y vais sur le match de cette manière-là, donc avec des longs échanges, ou est-ce que je décide de faire autre chose, de sortir un petit peu de mes habitudes et de sortir autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme choix? Effectivement, il y a l'idée du slice de revers qui peut, avec un grand mec, ça peut éventuellement faire un peu la différence. Il y a le fait de monter, il y a le fait de prendre beaucoup de risques, et puis il y a l'idée de mixer et de trouver le bon mix. Et pour moi, c'est là-dessus où Novak il s'est mis dès le début.
moi, j'ai plutôt l'impression que c'était avant le match qu'il a pris cette décision et qu'il a décidé de partir dès le début à faire service volé, service volé. Je ne sais pas, il a dû faire 15, 20 services volés dans le match. Un truc. Normalement, il en fait quoi? 2, 4 maximum. Donc ça, c'est un gros changement. Et du coup, de ne pas s'engager dans les longs échanges. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu dans ce match-là, c'est que les longs échanges, c'était Daniil qui les gagnait très souvent. Donc, l'idée, c'était de base de jouer un jeu qui a moins d'échanges, un peu plus risqué, et puis de trouver le bon mix, le bon dosage de risque. Là où la prochaine question, c'est qu'est-ce qu'on prend pour l'auditeur, mais j'ai envie déjà d'en parler. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans un match et de dire c'est quoi ma stratégie de base et ça va être quoi ma variation. Et pour moi, la stratégie de base de ce match pour Novak, c'est de faire service volé, c'est de faire des échanges plutôt courts, de créer, d'aller dans le court ouvert, ça veut dire de ne pas fixer, mais d'aller plutôt chercher du long de ligne, chercher du slice, chercher à trouver des angles. Tandis que Daniil, lui, il a fait ce qu'il fait très bien, c'est qu'il croise, il joue ses zones, il joue au milieu, il recroise encore et encore. Donc, pas trop de surprises pour Daniil, mais par contre, plus de surprises pour Novak. Et donc, il a cette base de jeu et la différence, c'est qu'il vient faire des longs échanges, les longs rallyes que lui aussi aime bien, mais il vient ça comme variation à des points clés, des points importants, qui pour moi ont fait la différence deuxième et troisième. Il a choisi le bon moment de les faire. Et du coup, ça a frustré Daniil, je pense, de ne plus gagner forcément ces points-là et surtout au moment important. Donc, voilà moi ce que je vois de mon côté. D'accord, effectivement, donc ça vient complémenter ce que vient de dire Jacques à l'instant. On va essayer maintenant de regarder un peu plus près l'attitude des joueurs, le côté émotionnel, l'impact psychologique justement post et pré US Open. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette finale pour l'un comme pour l'autre? C'est la sensation de la revanche du US Open pour Djoko, donc il y a une petite pression aussi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de comment ces deux joueurs ont-ils abordé cette finale d'un point de vue psychologique, préparation, l'émotionnel? On peut même parler du body language, puisque c'est quand même assez à la mode maintenant ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Jacques, généralement sur l'attitude du joueur, des deux joueurs d'ailleurs, pendant toute cette finale? Moi, je garde ce que je ressens vraiment sur des joueurs et je les mets à égalité. J'aime leur ambition. Moi, je trouve que voilà, il y a beaucoup d'ambition. D'ailleurs, en disant ça, je pensais qu'on a besoin d'ailleurs de plus d'ambition dans le tennis français. Mais même en tant que joueur amateur, en joueur du dimanche, dans les ambitions de jeu, de gagne, de comportement. Et c'est vrai qu'avec eux, moi, je trouve que voilà, être ambitieux, ça permet d'avancer vraiment sans se retourner. Ça permet d'apprendre des erreurs du passé. Djoko aurait pu être détruit par la perte de son match historique à l'US Open. Il a pris le temps, il est reparti, s'inscrit dans le temps, il avance. Ça permet de tirer les leçons, d'évoluer physiquement, mentalement. Voilà, les ambitieux sont tournés vers l'avenir, ils encaissent plus facilement les coups. Voilà, il y a une sorte de caractère résilient. Ils ont la capacité de surmonter des épreuves, être patients dans les moments un peu longs de disette et les moments de difficulté. Je veux dire, Djokovic, on a vécu dans sa carrière, Medvedev, ça n'a pas été non plus, il a vécu, voilà, le fait d'arriver à le niveau où il est, il a fallu aussi un petit peu de difficultés. Donc, moi, je trouve qu'il a super bien réagi. D'ailleurs, il n'y a pas d'effacement des traumatismes. Vous l'avez entendu à la fin sur les interviews. À la fin, il sait, ça a fait mal. Mais il sait adapter cette attitude de protection. Et il n'a pas les effets dévastateurs de l'échec et c'est terrible. Et non, il continue à avancer vers ce qu'il veut réussir. Et il veut avoir une place spéciale dans le tennis. Il joue contre les autres qui ont arrêté depuis longtemps, les futures générations. Il va jouer aussi sur les futures générations. Il marque l'histoire de tennis comme Federer, Nadal le font et le font avant eux. Donc voilà, je trouve que
je trouve qu'ils ont cette ambition, les deux, de la réalisation de soi. Ce n'est pas un objectif ou un vieux pieux, mais c'est un moteur d'action pour avancer, se dépasser. Il y a une énergie intérieure, il y a une énergie personnelle, il y a de la rage, il y a de l'acharnement tenace, on le voit. Medvedev, bon, ben, c'est un peu plus à fleur de peau, mais chez Djokovic, on le sent qu'il avance dans l'adversité et je vois vraiment, enfin, moi je trouve que cette ambition est très saine et très bénéfique, elle fait grandir, elle rend fier. Voilà, elle donne envie et mobilise. Et puis quand on voit le niveau de tennis que ça fournit, voilà, je trouve ça extraordinaire. Ouais, effectivement, on a vu cette résilience marquée de la part de Djoko, qui même, à certains moments dans le premier set, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il applaudit énormément son adversaire sur des jolis coups. Il en sourit même par moments, ce qui est quand même assez étonnant de sa part. Donc, effectivement, on sent qu'il y a toute cette partie-là qui a été acceptée de sa part. Il est plus fort que moi sur certains points, mais c'est vrai que ça tranche un peu avec l'attitude qu'il avait peut-être il y a quelques mois ou quelques années où il aurait plus ragé ou parlé à son équipe, un petit peu comme le fait Murray quand il commence à être en difficulté, il parle beaucoup. Et on n'a pas du tout vu un Djokovic comme ça. Qu'est-ce que tu penses, Benoît, toi, de ton côté? Euh, Moi, du point de vue psychologique, émotionnel, le truc que je vois surtout dans ce match-là, le sentiment que ça me donne, surtout dès le début du match, c'est que je trouve que les deux ne sont pas au niveau physique de d'habitude, ils sont en fin de saison. Et je vois au tout début du match Djokovic servir, mais tout tranquille, tout rushé. Et je les vois poser leur jeu tout tranquillement, super, super relâché, parce qu'ils savent qu'il va falloir mettre le coup de turbo au bon moment et de choisir ce moment de mettre le coup de turbo. Donc, ils ont une base de relâchement et de ne pas se fatiguer encore et encore, tranquille, 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 et ils savent qu'à un moment donné, ils vont pouvoir mettre un petit turbo. Parce que s'ils partaient sur un niveau rapide, puissance, puissance, comme on peut le faire en début d'année ou après une bonne période foncière, ils auraient cramé rapidement. Et voilà, donc ça, ils ont très, très bien utilisé ça. Ils sont restés plats dans leurs émotions, tranquilles dans leur tête, tranquilles dans leur corps, relâchés. Et puis, avec quelques coups de moment donné où là, on part sur des longs rallyes, on part sur des accélérations bien choisies. Ça, j'ai trouvé ça chapeau. C'est ce que je retiens sur ce match. Ok, effectivement, c'est intéressant et ça vient encore une fois bien complémenter ce que disait Jacques à l'instant. C'est deux aspects, deux visions complémentaires et à la fois très différentes aussi de ce qu'on perçoit sur un match de la part de l'attitude d'un joueur, effectivement. Et c'est ça qui rend ce sport aussi intéressant, c'est que chacun y trouve un peu ce qu'il a à y trouver au moment où on a besoin de se raccrocher à certaines valeurs aussi dans le tennis, notamment de ce qu'on démontre sur le terrain. Alors, merci pour tout ça. On va clôturer rapidement, si je puis dire, avec un troisième point. Vous connaissez le point technique maintenant. J'aimerais bien qu'on ressorte de ce match peut-être un point technique qui vous a marqué, quelque chose qui a été répété peut-être plusieurs fois. C'est peut-être une stratégie technique, c'est peut-être un point particulier. Et quels conseils vous pourriez donner à tous les auditeurs qui nous écoutent, ainsi qu'à moi-même d'ailleurs, modeste joueur, concernant l'évolution qu'on pourrait apporter à notre jeu d'un point de vue technique et quel type d'exercice on pourrait mettre en place pour pouvoir justement travailler un point particulier qui vous a semblé intéressant lorsque vous avez regardé ce match. Jacques, par exemple. Bah, moi, je resterai sur le momentum. Pour moi, en sport, c'est gagner, c'est contrôler le momentum. Donc, c'est donc gagner plusieurs points de suite au tennis, hein, ou jouer de bons coups. Donc, quand le joueur mène, il a souvent tendance un peu à jouer plus facile, a tendance à accepter trop facilement de rater. Il y a une sorte de baisse de vigilance naturelle. Et c'est vrai que les très bons joueurs luttent contre cet effet en surfant le plus possible sur ces points qu'ils gagnent. Et donc, l'intérêt, c'est d'essayer de gagner le maximum de points à la suite, sans relâchement, sans donner, sans rater, mais tout en maintenant la pression sur l'adversaire. Savoir étouffer son adversaire et le forcer à pratiquement trop en faire.
Alors, je dirais que comme exercice, ben, c'est déjà l'intégrer, c'est-à-dire que déjà comprendre comment vous les rituels, vous les avez entre quand vous gagnez 2 points de suite, 3 points de suite, qu'est-ce que vous faites? Vous resservez vite après un ace? Qu'est-ce que vous, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, gardez le même temps, les mêmes mouvements, quel que soit le point joué, essayez de faire ça. Alors après, dans les exercices, c'est essayer d'enfiler les points. Un exercice, par exemple, servez 20 fois, 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Et par contre, les points, c'est vous gagnez que 3 points si vous gagnez 3 points de suite. Voilà. Sinon, on ne marque pas de score. Si vous gagnez que 1 ou 2 points et que ça change à chaque fois, il n'y a pas de marque. Par contre, on commence à marquer que quand on marque 3 points de suite, on marque 3 points. Quand on gagne 4 points de suite, on marque 4 points. 5 points, voilà, etc. Et on regarde un petit peu combien de fois on a ces périodes où on gagne 3 points et essayer de comprendre pourquoi je perds le 4e point, par exemple. Est-ce que je prends trop de risques? Donc voilà, moi je sais que j'aime dans les entraînements pas exploser mon adversaire parce que je explose moi-même mon jeu. Je sais qu'il y a un moment à chercher trop loin. Par contre, j'aime bien que l'autre œuvre pour créer sa propre tombe. Alors, je continue à jouer le jeu que je pratique, je continue à le mener, mais sans prendre plus de risques, ni moins de risques. Ce que j'appelle surfer. J'enfile les points. C'est redoutable. Pour que presque l'autre dise je joue si mal, c'est incroyable comment je joue mal, parce qu'il oublie que moi, j'y suis pour quelque chose, parce que je ne le remets jamais dans la course. Je le mets. Donc voilà, c'est un peu, jouer comme Djokovic ou alors relisez la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Ah, d'accord, effectivement, c'est une bonne image. Donc, on lui met la tête sous l'eau et on la garde sous l'eau. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est l'image un peu populaire qu'on aurait de ça. Benoît, de ton côté, quels seraient tes conseils? Ok, alors moi, j'en aurais deux. Donc, je commence par récapituler ce que je disais tout à l'heure. C'est tu vas dans ton match, tu sais que tu as une stratégie de base qui te correspond. Idéalement, au départ, on travaille d'abord nos forces. Donc, par exemple, Arthur, le joueur que je coach, il est très fort dans les points rapides, en moins de 5 frappes. Il va vite créer quelque chose. Et donc, ça va être sa base. Donc, ça peut être ça comme base. Ou alors, si tu es comme Daniel, ta base, c'est d'aller faire prolonger les points, prolonger les points, prolonger les points. Un truc intéressant, ça peut être aussi de regarder statistiquement quel nombre d'échanges en général je suis le plus fort. Est-ce que c'est à 5 ou moins, entre 6 et 8, ou plus de 8 ou plus de 10 frappes. Et du coup, de faire de ton max de commencer le match à faire le plus, toi, ce qui te correspond. Et d'avoir en tête que la variation, ça va de faire l'autre côté. Donc, pour un mec comme Arthur, sa variation, ça va être de faire tout d'un coup plus d'échanges. À un moment choisi, ce n'est pas de le faire tout le temps, c'est de le faire vraiment à un moment donné où vous dites, là, ça peut faire la diff, je le fais. Mais je ne vais pas le faire non plus pendant 2 jeux. Je vais le faire 1, 2 points et voilà. Donc, ça serait le conseil numéro 1. Le deuxième conseil, cette fois-ci que j'aurais à donner à Daniel, c'est sur la position de retour. Alors, Daniel, comme Rafa, comme Dominic Thiem, ils ont pris des positions super loin de la ligne en retour de service. Là, en étant à l'intérieur en salle, il est un petit peu moins loin, mais il est quand même encore quand même loin, quoi. Et donc, ça peut marcher très bien si tu joues contre des mecs comme Sacha Zverev ou autres, ou Rublev, ou des mecs comme ça qui resteront du fond de toute manière. Et si tu vois que le mec il fait vachement service volé, il commence à en faire, en fait, ça donne du temps. Le fait d'être loin, ça donne du temps au joueur qui fait service volé pour arriver plus près du filet et après juste de déposer une volée courte. Donc pour Daniel, de voir, OK, il fait beaucoup de service volé, je vais rentrer un peu plus dans le terrain et du coup, je vais écouter mes frappes et du coup, lui donner moins de temps pour faire sa volée, d'avoir plus de volées difficiles à faire.
Donc ça, c'est un ajustement pendant un match à faire contre un gars qui fait beaucoup service volé. S'il ne fait pas service volé, ça, c'est pas le problème. Voilà les 2 points que j'en ai. J'ai un deuxième point. J'ai un deuxième point pour nos Allez. amateurs, si c'est possible. On clôture là-dessus. Je crois que Voilà, ça y est, l'enregistrement est terminé. C'est sur le service volé. Sur le service volé, et pour vraiment les intégrer au set d'entraînement. Essayer de faire toujours un service volé par jeu. Par jeu de service, voilà. Et souvent, les exercices de service volé sont difficiles à faire parce que les autres qui travaillent en face ratent leur retour ou tentent des retours gagnants en retour. Et c'est vrai que pour que l'autre travaille son service volé, il faut qu'on puisse le travailler ensemble. Donc, moi, souvent, je conseille de travailler sur des demi-terrains, donc comme des exercices de double. Donc, la moitié de cours. Alors, ça peut être croisé, mais ça peut être aussi long la ligne. Et puis, on peut mettre après un peu plus difficile en utilisant la moitié avec les couloirs de double, par exemple. Et après, on fait sur tout le cours avec un retour, mais un peu au centre. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut compter les points, faire des exercices ou avec des malus, si on rate un retour, on perd 3 points. Voilà. Et c'est vrai que dans même les sets d'entraînement, on pourrait compter voilà, une sorte de bonus d'1 point. Si le gars fait service volé, il joue pour 2 points. S'il le gagne, il gagne 2 points. S'il le perd, il ne perd qu'un point. Voilà, pour inciter les gens à faire plus de service volé dans les matchs d'entraînement. Ok, super. Bah, écoutez, je crois que c'est très complet ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, on va laisser nos auditeurs le loisir de pouvoir nous écrire et éventuellement nous faire des suggestions. S'il y a quelques questions, on les gardera pour la prochaine session, le prochain épisode. On va essayer de caler d'ici très peu, parce que je crois qu'il y a la TP Next Gen finale qui a lieu dimanche prochain, je crois. Donc, ce sera peut-être l'occasion justement de pouvoir regarder d'un peu plus près cette nouvelle génération montante et de regarder un peu ce qu'ils ont fait aussi en finale. Alors, merci à tous les deux. Merci pour cette première. Encore une fois, mille excuses à nos auditeurs s'il y a quelques petits loupés. On est encore en phase de rodage, mais on va revenir très bientôt. Et je le rappelle, si vous voulez avoir plus d'informations sur nos interlocuteurs de classe que j'ai aujourd'hui avec moi, bientôt vous pourrez disposer des liens qui viendront avec cette vidéo, qui vous permettront d'aller directement voir leur site web respectif et d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils ont fait. Voilà, je vous remercie à tous et à la semaine prochaine en principe. Merci Benoît, merci Jacques. Bonne semaine. Salut.